Qu'est-ce que le Say on Climate? L'expression en anglais est difficile à traduire, de sorte que pour l'heure, on continue à l'utiliser telle qu'elle. Le mouvement, qui est ainsi appelé Say on Climate, consiste globalement à exiger que les sociétés cotées prennent en compte, de manière effective, l'incidence de leur activité sur l'évolution du climat. Imaginé sur le modèle du C1P, il tend en général à leur imposer, ces sociétés, d'établir un rapport annuel et de le soumettre, au moins à titre consultatif, à l'Assemblée de fin d'exercice. Ce mouvement, né aux États-Unis, se répand en Europe et maintenant en France. Son ampleur et son influence ne cessent d'ailleurs de croître, au point que de plus en plus de grandes sociétés s'y lancent volontairement, sans attendre que des actionnaires actifs ou activistes ne le leur imposent. Au 31 mars de cette année, une étude d'un grand cabinet de conseil de vote, qui est implanté dans de nombreux pays, a établi une liste déjà très fournie de sociétés cotées qui proposent spontanément des résolutions en ce sens. En France, la récente Assemblée générale de la société Vinci a voté la résolution présentée par la direction à 98,14% et deux autres sociétés, Atos et Total, ont également formulé de telles propositions qui seront soumises au vote de leur prochaine Assemblée générale de fin d'exercice. Ce mouvement, donc appelé Say on Climate, est-il opportun? Cette revendication, qui monte en quelque sorte de la base, suscite évidemment de nombreuses questions. La première est certainement une question d'opportunité. Est-il réaliste, peut-on se demander, d'imposer une telle exigence supplémentaire, annuelle, aux grandes entreprises, alors qu'elles ont déjà de nombreuses obligations relativement à l'incidence de leur activité sur la situation sociale, sur des questions sociétales et sur l'environnement en particulier? Aux États-Unis, Wall Street, actuellement, n'en doute pas. Il a déjà lancé le débat sur la transparence de l'information en matière de climat, mouvement poussé par un grand nombre d'investisseurs, et le gendarme boursier américain, la SEC, a déclaré, je cite, « Il est temps de passer de la question du « si » à celle plus difficile du « comment » obtenir des informations sur le climat. » Quelles sont les difficultés de mise en œuvre? La première est certainement relative au caractère opérationnel de cette obligation si elle venait à être imposée. En effet, il n'existe pas encore de référentiel suffisamment élaboré permettant aux sociétés de déterminer avec une certaine finesse du moins, et surtout avec comparabilité, l'impact de leur activité sur l'évolution du climat, ce qui rend leur tâche difficile en ce domaine, en soi pour établir un tel rapport, mais également pour procéder à des parallèles année après année. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les investisseurs qui manquent de références leur permettant de procéder à des comparaisons société par société. Aussi, en Europe, un rapport a-t-il été récemment adopté par le Parlement européen sur la refonte de la directive sur le reporting extra-financier pour mettre en place des obligations claires et uniformes. La future directive aurait d'ailleurs la conséquence de s'étendre à près de 50 000 entreprises, alors qu'actuellement, seulement 6 000 sont soumises à cette directive. Une autre difficulté est d'ordre juridique. Sans être exhaustif, il faut en effet évoquer une question de droit français des sociétés. Comment imposer une telle obligation aux sociétés françaises? En effet, la question de l'impact de l'activité sur l'évolution du climat ne relève pas en soi des missions des assemblées générales, mais de la gestion de la société, donc de la direction générale au premier chef et du conseil en surplomb. Or, la répartition des pouvoirs entre les différents organes d'une société anonyme, en droit français en tous les cas, est imposée par la loi d'une manière impérative. Et il est de jurisprudence ancienne, très ancienne, mais réitérée à plusieurs reprises, que les statuts ne peuvent pas y porter atteinte. De plus, la loi Pacte a modifié le Code de commerce pour disposer très clairement aujourd'hui que, je cite, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en compte la considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité, de sorte que l'on voit bien que la gestion, qui relève selon d'autres textes du même code de la seule direction générale et du conseil, et les enjeux sociaux et environnementaux ne relèvent bien que de la direction générale. Voilà qui renforce l'idée d'une prérogative légale réservée aux organes de direction, interdisant
aux assemblées d'actionnaires de s'y immiscer. C'est l'analyse qui a été proposée par l'Association nationale des sociétés par actions et qui est actuellement suivie par le plus grand nombre. Il reste néanmoins qu'il faut se souvenir que depuis quelques années, il est possible d'inscrire à l'ordre du jour non seulement des résolutions qui, elles, donnent lieu évidemment à un vote, mais également de simples points à l'ordre du jour, de sorte que le domaine des points est évidemment plus large que celui des résolutions. Quoi qu'il en soit, que l'on craigne ou que l'on espère que ce mouvement prenne corps, chacun en pensera ce qu'il veut. Je me demande si le sens de l'histoire n'est pas favorable au mouvement du Say on Climate, tant la préoccupation du climat est évidemment prégnante aujourd'hui pour tous. Au surplus, le droit et son application n'est-il pas fait pour accompagner les évolutions nécessaires, voire ce qui est mieux pour les anticiper? Je me demande si le précédent du CONP ne devrait pas être médité en parallèle.